Comme on a formé des générations de personnes à utiliser leur PC ou des outils bureautiques à partir fin des années 80-90, voilà, il faut commencer à utiliser l'IA au quotidien. Ça va faire partie de nos vies, il n'y a pas de raison de passer à côté. Et pour ça, rien de tel que la pratique. Bon, alors, tout d'abord, rien ne me manquait vraiment chez Société Générale. C'était une expérience incroyable. Simplement, après 10 ans dans un grand groupe, je me disais que j'avais envie de tenter quelque chose de différent. Une entreprise un peu plus entrepreneuriale, trouver une situation en forte croissance, c'est ce que je trouvais chez IBAN First, avec une envie d'avoir un poste plus opérationnel, plus proche du terrain, une entreprise à taille plus humaine avec d'autres challenges qui étaient finalement assez complémentaires et où mon expertise Société Générale pourrait réellement apporter quelque chose. Alors c'est là où c'est intéressant, parce que dans le monde de la startup, il y a plein de choses très différentes. En fait, en fonction de leur taille, les startups vont avoir besoin de profils qui sont un peu différents et qui vont leur apporter de la structure. Et moi, typiquement, c'est là où on a trouvé un bon match avec l'équipe dirigeante d'IBAN First. C'est à cette étape de leur développement, là où on atteint à peu près 300 collaborateurs, à leur apporter mon expertise qui est faite de 20 ans dans des grands groupes, dans les services financiers, avec une forte compétence en structuration de projet, en capacité à structurer des équipes et à les amener de l'avant. Et finalement, c'est ce dont IBAN First avait besoin pour son équipe opération, sa transformation IA. Donc c'est là où on avait un bon match, moi qui avais envie de quelque chose de plus opérationnel, et à la fois IBAN First qui avait besoin peut-être de cadres avec plus d'expérience dans le domaine financier et un savoir-faire en transformation. La première, sans doute que tout est possible, qu'on est capable d'aller vite, de prendre des virages serrés, de ressentir avec un peu plus de vivacité le quotidien où il se passe beaucoup de choses. Et aussi que finalement cette expérience qui paraît un peu surfaite de loin, des paiements pour les PME en international, les paiements internationaux pour les PME, il y a encore beaucoup à faire. Sur le papier, quand on n'est pas dans le domaine, on a l'impression que c'est une situation figée qui existe depuis longtemps. Finalement, non. IBAN First a déjà révolutionné cette proposition de valeur pour nos clients PME, mais il y a encore beaucoup à faire pour continuer à enrichir encore la proposition de valeur et à transformer. Oui, c'est incomparable, encore une chance. Il faut savoir comparer. Le premier facteur de différenciation, c'est la taille. Donc effectivement, les chaînes de décision sont plus plates. On a des organisations beaucoup plus resserrées, quelques C-level et beaucoup de gens opérationnels dans une fintech. Même nous, chez IBAN First, on est un peu plus de 300 collaborateurs. Prendre une décision, c'est une question de minutes, d'heures, et la mise en application, c'est aussi rapide. Alors, pas toutes les décisions, il y a des décisions long terme. Des entreprises sont gérées de manière saine, raisonnable et durable. Donc il y a des décisions fondamentales et stratégiques qui, eux, s'appliquent sur des longs termes. Par contre, on est capable de prendre des virages, comme vous êtes plus serrés, plus rapidement, avec beaucoup moins de personnes alignées, pas de couche managériale intermédiaire. Donc ça fait partie des choses très, très intéressantes. Et après, il y a l'apport de la technologie et les types de profils qui aussi accélèrent encore cette prise de décision. Définitivement une agilité qui est sans commune mesure. Alors la fintech, après il y a différents types de fintech en fonction des tailles. Une fintech qui est en train de lever du love money ou des entreprises beaucoup plus structurées comme les IBAN First, on ne parle pas forcément des mêmes enjeux. Néanmoins, on peut dresser, il y a des enjeux propres à toutes les startups déjà aujourd'hui. On le sait, les conditions de financement, elles ont changé ces 2 dernières années. Donc finalement, le bon équilibre entre croissance et rentabilité, ça fait partie des enjeux de toutes les startups, puisque l'accès au financement est beaucoup plus restreint. Donc on ne peut pas se refinancer et poursuivre une quête de la croissance à fond perdu. Donc ça, il a fallu aller vers un arbitrage un peu plus fort vers la rentabilité, ce qui a changé et nécessité les prises de décision en utilisant la fameuse agilité qu'on décrivait auparavant. Donc ça, c'est les premiers. Après, plus spécifiquement sur la fintech, les questions qu'on va avoir sont toujours comment on intègre les nouvelles technologies. On parle d'IA, on va en parler aussi un peu par la suite. Donc là, des technologies matures, comment on sait s'emparer du potentiel sans se tromper de combat pour enrichir les propositions de valeur, et également sur les technologies de demain. Donc encore une fois, les technologies plus à base de DLT, de blockchain, savoir si elles vont révolutionner les paiements à l'international ou pas, fait partie des choses que nous on doit regarder, parce que on est des disrupteurs, en tout cas on a été des disrupteurs. Maintenant, il ne faut pas être disrupté nous-mêmes, donc il faut qu'on surveille cette évolution technologique. Bien évidemment, une évolution réglementaire. Donc ça, le cadre réglementaire bouge en permanence. On sait ce qui se passe, par exemple, sur les paiements instantanés européens,
qui a été voté par le Parlement cette année, qui vont changer un peu notre environnement. Pareil pour la DSP3, pareil pour certains changements au UK où on est aussi présent. Donc ça, comment on s'adapte en permanence, faire des investissements pour rester compétitif sur le marché. Et le troisième axe, c'est peut-être la consolidation du marché. Quelles sont nos interactions avec les banques? Est-ce qu'on est toujours dans la compétition, dans la coopétition, pour être capable de se positionner, ou comment nous, on va pouvoir étendre nos chaînes de valeur en faisant des partenariats avec d'autres, ce qui est aussi des questions qu'on doit se poser en permanence pour continuer à grandir. Aucun doute là-dessus. Après, voilà, on va rentrer dans des phases où il va y avoir des courbes de désenchantement. Il faut être assez serein. L'IA est passée dans un sujet mainstream, ce qui n'était pas le cas il y a encore 3 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas un média grand public qui n'en parle pas. Ça fait les unes de tous les journaux. On le voit sur les kiosques. Les gens en parlent. La population, globalement, est mitigée entre espoir et peur. Ça prend un équilibre à 50-50. Donc, c'est devenu un sujet grand public. Il va y avoir du désenchantement, puisque au-delà des exemples mirifiques qu'on peut voir, on sait qu'il y a aussi beaucoup de cas où ça ne marche pas, cas où il y a des dérives, cas où on voit aussi les risques par rapport aux risques de fraude ou de deepfake. Donc on sait qu'il va y avoir de la méfiance, voire de la critique vis-à-vis de l'IA. Néanmoins, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est une démocratisation du coût de la production. Et ce changement est incroyable, en fait. On va prendre du temps à le réaliser, mais il va changer nos modes de production. Il va changer la production du contenu web, du contenu marketing, des emails, des images, des films. La production télévisuelle, cinématographique va être changée. L'industrie de la musique va être changée. L'industrie légale va être changée. Et l'industrie IT et technologique va être changée, puisque le coût de production d'une unité de code va baisser drastiquement avec le temps. Et en plus, on voit que les progrès sont continus. C'est-à-dire que tout le monde a retenu la déflagration de ChatGPT fin 2022. Néanmoins, les progrès qu'on voit chaque jour sur les modèles, c'était le cas sur la sortie de GPT-4o et il y a encore quelques jours de Sonnet 3.5 d'Anthropic, améliorent drastiquement les performances, font baisser les coûts. Donc, c'est-à-dire qu'on va vers un changement majeur où le coût de production va baisser et va être automatisé. Donc ça, c'est une vraie révolution. À n'en pas douter, même si on en a encore, je pense qu'au tout début. Alors, les conseils, je vais donner un conseil, mais on va dire, premier conseil, former déjà. Dépasser le simple mot, apprendre à former l'ensemble des collaborateurs. Qu'est-ce que l'IA, qu'est-ce qu'elle sait faire, qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire, quelles sont ses puissances, quelles sont ses limitations. Dépasser le fantasme et finalement bien rappeler la composante très algorithmique. C'est pas de la magie, c'est pas de la magie noire, c'est pas de la sorcellerie, c'est avant tout de l'outillage qui est intéressant, qui peut être aidé dans la productivité, mais qui a aussi des limitations qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant comme transformant absolument tout. Il faut bien rappeler, former. Ensuite, pousser les collaborateurs à la pratique. Donc je pense qu'il n'y a qu'une solution, c'est pratiquer, il n'y a pas de règle. Comme on a formé des générations de personnes à utiliser leur PC, ou des outils bureautiques à partir des fin des années 80-90, il faut commencer à utiliser l'IA au quotidien. Ça va faire partie de nos vies, il n'y a pas de raison de passer à côté. Et pour ça, rien de tel que la pratique. Et ensuite, si les personnes veulent aller vers des cas d'usage plus transformants, plus ancrés dans leur processus métier ou dans leur offre produit, si on parle d'une fintech ou d'une startup SaaS, là, dans ce cas-là, il faut choisir ses combats. Si vous choisissez quelques cas d'usage vraiment pointu, et là, il faut choisir des cas d'usage où vous êtes sûr de la rentabilité, vous connaissez la valeur ajoutée, vous êtes capable de la qualifier, vous avez un vrai sponsor, c'est un vrai projet. Voilà, donc ça, c'est les 3 grandes étapes, j'ai envie de dire. On va les retrouver un peu dans ce qu'on fait chez Benfirst quand on en parlait. Après, les risques ou les challenges, le risque, c'est croire que ça va tout résoudre. Parce que ça va en miroir avec le challenge. En fait, souvent, la déception, on le voit, il y a plein de posts sur LinkedIn, il y a plein de façons de le ressentir. On a un peu le C-level deception par rapport à l'IA, en fait. On ne comprend pas pourquoi c'est aussi simple de faire quelque chose sur son téléphone avec ChatGPT et pourquoi ça ne se transforme pas miraculeusement 15 jours après dans l'entreprise. Voilà, après, un projet d'IA, ça reste un projet. C'est un projet où il faut acquérir de la donnée, c'est un projet où il faut être aligné sur les objectifs, c'est un projet sur lequel, finalement, chaque fois qu'on va le mettre en place, on va découvrir en fait des embûches. Et ça prend du temps, ça coûte cher. Et en plus, il y a ces côtés variants de l'IA où on n'est pas sûr de maîtriser complètement les résultats. Il y a de la variabilité et c'est pas facile à gérer. Les autres risques, c'est cette nature de variabilité. Attention à pas le mettre dans toutes les mains. Il faut contrôler les sorties, donc pas dans les mains d'utilisateurs inexpérimentés, pas forcément facial par rapport aux clients, ou alors il faut vraiment bien encadrer, avoir des garde-fous qui soient extrêmement puissants.
Voilà, ce sera les principaux risques et challenges, et bien sûr les compétences, que finalement on voit que le terrain universitaire commence à former. C'est quand même un peu en ordre dispersé aujourd'hui pour trouver des vrais experts qui ont quand même un mot juste. Et comme ça s'est démocratisé, on a un peu de tout en fait. On a des goûts, du prompt sur LinkedIn, mais des vrais experts de l'IA finalement sont assez peu nombreux. Chez Evenfirst, c'est un peu le playbook que je décris auparavant. Donc, avant tout, on a un produit, donc on est là pour aider nos clients, on est là pour leur permettre chaque jour de payer plus facilement à l'international. Donc nous, on est en train de réfléchir à comment intégrer de l'IA de manière ciblée, sélectionnée, dans certaines fonctionnalités pour nos clients. Donc voilà, j'en dis pas plus, ça va venir d'ici quelques semaines, j'imagine, on va commencer une bêta fermée avec quelques clients. Mais voilà, encore une fois, toujours fluidifier l'expérience, faire que payer devient plus simple, plus rapide, moins cher. Et ça, l'IA doit servir. Encore une fois, on revient un peu au conseil que je donnais. Choisissez quelques cas d'usage sélectionnés avec un vrai impact, une vraie valeur client, qui soit aussi associé à une expérience. C'est pas faire de l'IA pour faire de l'IA. En fait, c'est vraiment se dire qu'est-ce que j'ai envie d'apporter plus et pourquoi l'IA est différente pour faire ça. Après, on a un plan pour commencer avec les collaborateurs. On a commencé à faire des formations autour du prompt, autour des capacités des outils. Donc là, c'est communiquer, former les collaborateurs, leur donner des solutions. Donc nous, on est plutôt accès avec une solution fournie par Microsoft, que ce soit Office Copilot 365 ou Copilot pour, et pousser l'utilisation au quotidien au maximum en partageant les bonnes pratiques, en formant. Donc ça, on commence à mettre en place notre ambition sur ce sujet-là. Et le troisième pilier, après le produit, après la formation des collaborateurs, c'est comment on choisit quelques cas d'usage d'automatisation. Donc là, pas dans notre produit, plutôt dans notre processus interne. Et là, on a choisi 4 principaux combats qu'on est en train de mener. Je peux parler d'un, par exemple, qui consiste à automatiser certaines des tâches d'analyse qu'on a dans les due diligence clients lors de l'onboarding. Comment on utilise la puissance d'analyse de texte et d'analyse de documents non structurés de l'IA pour automatiser ces tâches. Poursuivre ce qu'on a fait depuis le début, ce qu'on fait depuis 10 ans, continuer à étendre à la fois notre proposition de valeur, toujours plus de fonctionnalités pour nos clients, toujours plus de rapidité, donc de l'instantanéité, plus de devises et encore plus près, plus pratique à utiliser dans leur quotidien, donc être au plus près de leurs problématiques dans le paiement de leurs factures ou dans la gestion de leurs risques de change. Aller vers plus de pays, puisqu'aujourd'hui on est déjà présent dans 10 pays en Europe, donc comment on peut continuer à étendre cette progression géographique, parce que finalement les besoins sont très très similaires. Alors on voit que ce segment est toujours assez mal servi par les banques. Finalement l'expérience de ces clients PME sur leur exposition internationale est toujours assez pauvre, donc nous on a toujours envie de pouvoir aider de plus en plus de sociétés sur ce sujet-là.